Hello les amigos, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette dernière vidéo dédiée à la logique programmée. Ça y est, c'est la dernière. Et pour finir en beauté, après vous avoir donné quelques outils, comme le GraphSet, le GEMA, les langages de programmation normalisés pour automates, et quelques exemples avec ce bon vieux feu tricolore exploité sous les 5 langages normalisés, je vous propose un projet, je dirais, un petit peu plus réaliste, ok, un petit peu plus proche de ce qu'on pourrait rencontrer dans la réalité, avec différents modes et plusieurs choses à combiner, une combinaison de tout ce qu'on a vu ensemble. La cascade de machines frigorifiques pour chambre froide. J'ai pris beaucoup plaisir à le faire, j'espère que ça va vous aider, que ça vous servira de bonne base pour vos propres projets que je vous demande de faire pour ce cours. Vous allez voir un petit peu comment j'appréhende le projet, par quelle structure je démarre, comment je fais pour pondre une logique sur base d'un cahier de charge et puis me dire quel programme je vais encoder et puis comment je l'encode et comment je le teste, avec pour unique but bien sûr de vous donner quelques guidelines pour votre propre projet sans aucune obligation. C'est parti, banzai, accrochez-vous. Ok les amigos, voyons un petit peu voir ce projet exemple et sa structure. Alors, comme j'ai présenté vos propres projets, ce projet exemple se constitue d'abord d'un cahier de charge qui est un petit peu la demande de notre client, ce qu'il a envie qu'on automatise et comment il a envie qu'on l'automatise. Alors, à chaque fois, idéalement, on aura un synoptique. Ça va, ici en tout cas moi je vous en donne à chaque fois, et dans un contexte réaliste, ce serait bien que votre client vous en fournisse un. Il faut que vous ayez une vue sur l'idée, ne serait-ce que le principe de ce qu'on a à automatiser. Donc dans ce schéma de principe, hop hop hop, pas si vite, on a deux machines frigorifiques, MF1, MF2, qui peuvent envoyer l'euro qui a été refroidi, on appelle ça de l'eau glacée, hop, qui passe donc dans une pompe P0, avec ici M0, un qu'est-ce que je raconte ici? Oui, c'est ça, un thermostat d'interruption de sécurité. Donc si c'est trop froid, il va déclencher l'arrêt de notre boucle qui passe ici dans une unité intérieure qui va refroidir notre chambre froide ici. Et on revient ici dans notre machine frigorifique 1. Okay, c'est une cascade, elles sont toutes les deux en parallèle, elles peuvent toutes les deux envoyer de la puissance toutes seules ou ensemble. Et elles ont chacune 3 niveaux de puissance. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va voir ce que le cahier de charge nous demande par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on voit qu'on a d'autre? Ça c'est le panel utilisateur. Okay. Dans le panel utilisateur, je vois visiblement que j'ai un bouton d'arrêt d'urgence, un switch de mode auto 0 manu, une petite loupiote d'arrêt d'urgence LU, une loupiote de fonctionnement sous tension normale LT, un HMI, okay, c'est visiblement un HMI Siemens, interface homme-machine avec des choses affichées dessus. Et ici, tout un panel dédié au mode manuel avec BP0, on le verra plus tard, c'est le bouton qui sert, mais on s'en doute, à alimenter manuellement la pompe P0 et des switches dédiés aux machines frigorifiques qui permettent de mettre leur puissance à 0, 1, 2 ou 3 individuellement. Et j'ai à l'intérieur de ma chambre frigo deux contacts, okay, deux contacts thermostats T1 et T2 qui vont être réglés chacun à des températures différentes pour pouvoir avoir le fonctionnement voulu décrit dans le cahier de charge plus tard. Regardons justement ce cahier de charge. Ça, j'ai envie de dire, la vie est un petit peu trop belle ici. Je vous chouchoute un petit peu. C'est trop facile. En fin de compte, le client ne vous donne presque jamais ça tel quel. Dans le meilleur des mondes, si votre client est sensible aux besoins de l'automaticien, si lui-même est automaticien et qu'il a le temps de vous le faire, il va vous le donner directement comme ça. Très souvent, il faut tirer les verres du nez à votre client pour que vous arriviez à avoir ces informations-là. Mais ici, on l'a déjà fait et on estime qu'on a eu les informations qu'il nous fallait d'emblée, dès le début. Ce cahier de charge, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne 5 modes. Un mode d'urgence, un mode automatique, un mode manuel, un mode d'arrêt simple et 2 modes. Du coup, on a 6 modes, allez, mais on en a 2 qui sont similaires ici. Un mode de préparation et un mode de marche de clôture. Pour chaque mode, ce qui a été excessivement bien fait et que vous devez rechercher absolument quand vous avez un automatisme à faire, je précise ce qui va l'enclencher, ce qui va le désactiver, comment je vais le signaler, comment je vais montrer à l'utilisateur que c'est ce mode là qui est activé en un temps donné, et comment se comporte ce mode, qu'est-ce qu'il a spécial par rapport aux autres. Donc si je prends ici par exemple le mode d'urgence, ce qui l'enclenche, c'est soit l'appui sur un bouton d'arrêt d'urgence AU,
soit l'activation d'un thermostat de sécurité TIS. Il est de type tout ou rien NC, donc normally closed, donc normalement fermé. Qu'est-ce qui me permet de lâcher le mode d'arrêt d'urgence? Ce qui me permet de le désactiver, c'est l'appui sur un bouton hack pour acquitter. On a acquitté le défaut, ça veut dire ok, on est au courant qu'il a été là, donc j'estime qu'il a été résolu. Le bouton acquitter, il apparaît sur l'écran HMI, c'est donc purement virtuel, ça va être touch. Et bien sûr, l'arrêt d'urgence doit être également relâché. Si ces deux conditions sont atteintes, plus d'arrêt d'urgence et acquitter le défaut, j'arrête mon mode d'urgence. Qu'est-ce qu'il le signale? La LED LU doit clignoter à une fréquence de 1 Hz et le mode sera annoncé sur l'écran HMI. C'est comme ça qu'on va montrer qu'on est dans ce mode. Et qu'est-ce qui se passe? La pompe P0 sera à l'arrêt, aucun niveau de puissance ne peut être activé, le bouton d'acquisition du défaut apparaît, BHAC, soudainement, sinon visiblement il n'est pas là. Et donc ouais, voilà, il n'est disponible que pour ce mode. Et on va faire ça pour chacun des modes. Ici typiquement le mode automatique, son enclenchement, le switch sera sur A, l'arrêt d'urgence n'est pas activé, ce qui le désactive c'est que je quitte la position A ou éventuellement que l'arrêt d'urgence qui est prioritaire sur tous les modes tout le temps, ça c'est vraiment primordial, a été activé. La signalisation, ici la LED LT va rester alimentée en continu et le mode est encore une fois annoncé sur l'écran HMI, ce sera pareil pour tous les modes. Et ici on nous donne le fonctionnement de la cascade. Tant que les deux thermostats T1 et T2, de type tout ou rien normalement ouvert, sont activés, les bobines reliées au palier de puissance des machines frigo s'activent en alternance toutes les 3 secondes. Par ailleurs, afin d'éviter la surexploitation d'une machine frigo par rapport à l'autre, il y a également alternance sur la machine frigo qui démarre cette activation des paliers de puissance. Par ailleurs, le message Temp High est affiché. Wow. Qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? En gros c'est très simple, c'est le fonctionnement basique de presque toute cascade thermique, que ce soit des chaudières, des machines frigo, des pompes à chaleur. L'idée consiste ici simplement à dire que puisqu'elles sont deux, dès que j'ai un besoin de froid, ça veut dire qu'ici l'un des thermostats sera réglé pour être mon témoin de température haute et l'autre le témoin de température basse. Si la température est au-dessus des deux thermostats, ça veut dire qu'il fait trop chaud. Ça veut dire que je dois augmenter la puissance frigorifique de mes machines. Donc comme ils sont tous les deux normalement ouverts, dès que leur seuil va être dépassé, je vais commencer à lancer mon refroidissement. Donc je vais commencer par M1, puis je vais lancer M4, puis M2, puis M5 pour répartir la puissance entre les deux. Mais c'est pas tout, on veut une alternance entre les deux. Ça se fait en réalité aussi quand on a des cascades thermiques comme ça. On ne va pas toujours démarrer par M1. Donc un cycle on va démarrer par M1, M4, M2, M5, etc. Et si d'aventure on revenait à 0, quand on recommencera, on ne démarrera pas par M1 mais par M4. Donc il va me falloir une certaine stratégie pour mettre en place cette alternance. Ne pas toujours démarrer par la même machine frigorifique dans les paliers de puissance. Ok. Si les deux thermostats T1 et T2 sont désactivés, alors les machines frigo se désactivent. Donc si ici les deux contacts se réouvrent, ok, ce sont normalement ouverts, donc clac, ils sont tous les deux désactivés, ça veut dire que la température est bien froide, ça veut dire que c'est même trop froid puisque je suis en dessous des deux seuils. Ça veut dire que je vais complètement arrêter, je vais diminuer mes niveaux de froid. Il fait trop froid dans la chambre froide. Et pareil, on diminue en alternance comme on augmentait. Par la suite, on a encore un autre fonctionnement. Si il y en a un qui est activé et l'autre qui est inactif, donc ici c'est T1 qui va être mon témoin bas et T2 qui va être mon témoin haut. Si je suis entre les deux, c'est que je suis dans le seuil acceptable. Donc on a ici une régulation tout ou rien, mais un peu améliorée. On a un fonctionnement, on appelle ça une hystérésis. On a un décalage entre ce qui va me permettre d'activer et ce qui va me permettre de désactiver. Il y a une bande morte entre les deux où je dis ça va, c'est bon. Et donc ici, quand on est à ce réglage, on maintient le niveau de puissance, c'est qu'on est bon. Ça va, ça c'est réglable manuellement, hardware, par l'utilisateur de notre système. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Pam pam pam, ça désactive en alternance, et tout le temps du mode automatique, la pompe P0 tourne. Ça va donc, puisque tant qu'on est en mode automatique, on a potentiellement une puissance froide qui est délivrée, il faut l'évacuer et la distribuer, et donc la pompe P0 va tout le temps tourner quand on sera en mode automatique. En mode manuel, on est sur le switch M. Si on a quitté le switch M ou qu'il y a un mode d'arrêt d'urgence, on va le quitter. Ici, qu'est-ce qui va se passer? La LED LT va clignoter à une fréquence de 0,5 Hz. On annonce le mode sur le HMI, donc ça reste classique. Qu'est-ce qui se passe ici? L'opérateur peut activer indépendamment les 3 niveaux de puissance des machines frigo. Et l'opérateur peut activer la pompe P0 à l'aide du bouton dédié, donc c'était BP0 qu'on avait vu ici tout à l'heure. On a encore un mode arrêt.
il est assez simple, hein. Le switch est sur 0, ni sur A, ni sur M. Le bouton d'arrêt d'urgence n'est pas enclenché, sinon c'est pas un arrêt simple, c'est un arrêt d'urgence. Il était décrit ici, l'arrêt d'urgence. Aucune LED n'est active, le mode est annoncé sur l'écran HMI, aucun événement n'a lieu, bah c'est un arrêt quoi. Ça va. Quelques modes spéciaux ici, on a un mode de préparation et un mode de clôture. Qu'est-ce qui les enclenche avant ou après l'activation ou la désactivation du mode automatique? Donc en gros ici, quand je vais demander le mode auto, je ne vais pas tout de suite pouvoir y aller. Je vais pouvoir y aller seulement après soit un mode de préparation, soit un mode de clôture. Visiblement ici, puisqu'ils ont la même description, ils sont similaires. Quand est-ce que c'est désactivé? Eh bien, ces modes s'arrêtent quand le comportement voulu a pris fin. Il va falloir voir du coup quel est le comportement voulu. Qu'est-ce qui montre que je suis en préparation ou en marche de clôture? Les LED LD et LU clignotent ensemble à une fréquence de 2 Hz et 0,5 Hz et le mode est annoncé sur un écran HMI. Comment je fais pour faire une double fréquence comme ça? C'est simplement deux battements différents. Donc si par exemple je fais un pam 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 pam, il y a deux fréquences superposées. Mon pam pam est une fréquence élevée et l'espace qu'il y a entre les deux pam pam est une fréquence plus basse. Et bien c'est ce qu'on a ici, 2 Hz fréquence plus élevée, 0,5 Hz fréquence moins élevée, et donc on va voir un clignotement mais interrompu. Qu'est-ce qu'on a comme comportement? Afin de préparer ou de continuer à assurer une circulation de fluide sur le circuit primaire, la pompe P0 tourne 5 secondes sans qu'aucun niveau de puissance ne soit encore activé. Donc en gros, quand j'enclenche le mode auto, avant de faire quoi que ce soit, je mets en route la pompe, comme ça le fluide commence déjà à circuler, et pareil quand je m'arrête, puisqu'il y a encore un petit peu de puissance peut-être à évacuer au moment de l'arrêt, la pompe continue à tourner 5 secondes. Voilà donc pour le fonctionnement voulu. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui nous est imposé? Ici on est en logique programmée, donc pour l'instant on estime que soit une équipe hardware est passée avant nous, ou la décision a déjà été prise par le client, mais en gros on ne prend pas encore de décision matérielle. Et du coup comment ça fonctionne d'un pur point de vue matériel? Je vois ici que j'ai un circuit de puissance, un schéma de puissance avec 7 moteurs, 6 ici et un M0, ça va. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ici mon automate et mon HMI, donc ça c'est le schéma de commande, c'est les objets DWG, donc AutoCAD de Siemens même, que j'ai été vous prendre ici pour un S7200, l'automate classique, que vous allez encore revoir dans d'autres projets à l'école. Et ici j'ai des zooms sur les entrées, d'accord, et la façon dont elles sont câblées, regardez-les bien, parce que c'est comme ça qu'on câble les entrées d'un automate S7200, ça pourrait peut-être vous aider pour vos projets quand vous devrez câbler plus tard à l'école. Et je montre ici où sont câblés les différents composants dont je pourrais avoir besoin. Je vois que j'ai un arrêt d'urgence, je vois que j'ai ici un switch à 4 positions, des thermostats de sécurité, 1 ou 2, analog input, j'avais aucune entrée analogique pour ce système, ça c'est purement du tout ou rien, les thermostats étaient des thermostats qui activaient un contact tout ou rien. Et sur les sorties, qu'est-ce qu'on a? On voit ici qu'on a nos contacteurs qui viennent activer les contacts de nos moteurs sur le schéma de puissance, et on a encore en sortie les ampoules. Et la suite, si je ne m'abuse, c'est pour la partie suivante de la vidéo. Alors, attaquons les choses dans l'ordre. Avant de faire quoi que ce soit, avant de considérer le matos, avant de considérer le programme, pensons fonctionnel, pensons ce que ça doit faire, indépendamment du matos et du programme qu'on va rédiger. Pour ce faire, il y a 3 choses à faire. Un tableau qui répertorie les entrées, les sorties et les variables qui, je vais dire, ne sortiront pas de notre logique, qui ne seront pas câblées comme des entrées ou des sorties physiques de notre automate ou de notre microcontrôleur, c'est pareil. Pensons ensuite au mode qu'on pourrait positionner sur le GEMA, le guide des études de mode de marche et arrêt, qui nous aide à un peu nous rappeler de tous les modes dont on pourrait avoir besoin. Et ensuite, dressons le graph-set fonctionnel de niveau 1 qui permet de décrire l'automatisme tel qu'il est demandé par le client de manière indiscutable. Alors le tableau in-out-m, donc entrée-sortie mémoire, ici me permet de répertorier toutes les informations dont je pourrais avoir besoin sous forme d'entrée ici, c'est tout ce qui est dans le cahier de charge, sauf que plutôt que d'avoir la description complète, je vais leur donner une appellation ici abrégée, c'est quand même un peu plus court, c'est un peu plus pratique à écrire dans un graph set. Pareil pour les sorties, les actions que je dois prévoir d'entreprendre, tout ce qui est sur les bornes Q sorties de notre automate. Pareil, je leur donne un petit symbole, un petit nom arbitrairement que moi j'ai envie de leur donner. C'est pas parce que c'est symbolique ici que c'est du niveau 2, attention, on a souvent tendance à confondre ça, c'est juste une description fonctionnelle mais un peu abrégée, un peu compacte.
Et ici, tout ce qui ne sort pas de la logique, tout ce qui n'est pas entrée physique ou sortie physique, comme par exemple tous les modes qui sont affichés sur le HMI, ce sont toutes des variables mémoire, puisqu'au final, ça reste des variables qui ne seront câblées nulle part, ça ne va activer aucun contact, aucune lampe, rien du tout, ça va simplement être une variable à un moment qui va passer à 1, et elle va transiter par le câble Ethernet de l'automate à notre HMI. Tout ce qu'il y a, c'est une connexion vraiment de communication industrielle entre notre écran HMI et notre automate, et les variables sont accessibles par cette connexion. Mais ça reste des variables de programme qui ne sortent pas du programme, ce sont des pures mémoires, donc on les note M. Et vous voyez ici qu'il y a deux petits zigotos nouveaux, flag TH et flag TL. Ceux-ci vont me servir, c'est une astuce à laquelle j'ai pensé, pour pouvoir faire la différence entre un cycle ou l'autre, puisque le cahier de charge nous dit tu ne démarreras point à chaque fois par la même machine frigorifique. Vous vous souvenez, hein, donc première alternance, je démarre par la machine frigo 1, imaginons qu'il se passe plein de choses. Si je dois redémarrer, je démarrerai par la 2, pour être sûr qu'elle ne s'abîme pas préférentiellement l'une par rapport à l'autre. Et du coup pour ça il me faut une variable témoin qui permet de dire à qui c'est quand le tour de faire quoi. Et c'est via les flags, ici des drapeaux, hein, ça veut dire donc des petites variables témoins, que j'ai choisi de faire ça. Et on verra dans le programme comment. Donc là, c'est répertorié, ok. Je peux donc placer mes modes sur le GEMA. Dans le GEMA, qu'est-ce que j'ai besoin de placer? Alors comme toujours c'est un automatisme, donc j'ose espérer qu'il y a un mode automatique, un mode facile, et c'est le F1, c'est le mode automatique. Le mode automatique, je peux le quitter de plusieurs manières. La manière la plus brute, c'est l'arrêt d'urgence. Si j'ai un arrêt d'urgence ou que j'ai détecté que mon thermostat de sécurité avait déclenché, alors je suis obligé de venir dans un mode d'urgence. D'ailleurs, d'où que je vienne, avec l'entonnoir ici, ça suggère que d'où que je vienne, l'urgence prend priorité sur tout le monde et réaspire tout le monde ici. Comment je quitte l'urgence? Je n'ai plus l'arrêt d'urgence enclenché et j'ai cliqué sur mon bouton d'acquittement qui est apparu sur le HMI. Okay. Et donc ici, le GEMA nous prévoit un passage par plusieurs carrés. Je n'ai pas besoin de ceci, je n'ai pas besoin de ceci, ils ne sont pas décrits, ils ne correspondent à rien qui est décrit dans les modes du cahier de charge. Et je reviens ici dans un mode arrêt normal en orange. Depuis ces modes, je peux éventuellement redémarrer un mode automatique, mais si je le démarre, j'ai d'abord un mode de préparation sur lequel je reste pendant 5 secondes, 5 secondes slash F2, F2 c'est le nom de ce petit carré de préparation. Et on a aussi un mode de clôture qui lui aussi dure 5 secondes, donc si je demande stop, je reste ici dans le mode clôture pendant 5 secondes également avant de revenir à l'arrêt. Et j'ai aussi un mode manuel ici dans le coin, test dans le désordre qui s'appelle dans le GEMA, et je peux y accéder soit depuis le mode arrêt, pops, par ici, soit depuis le mode automatique si le switch a changé entre auto et manu, pof. Et dès que je demande d'arrêter le manu, je suis le chemin proposé par le GEMA, je passe par ce carré qui ne m'intéresse pas, donc je le laisse vide, et je reviens à l'arrêt. Et donc j'ai mes 1, 2, 3, 4, 5, 6 modes prévus. J'ai 6 modes à prévoir. C'est parti, bon, on peut déjà faire notre graph set de niveau 1 avec ça, il n'y a plus qu'à remplir les carrés. Alors, puisque l'arrêt d'urgence est une priorité sur tous, il va mériter un graph set en priorité. Ça va être le graph set principal qui va primer sur tous les autres, et donc c'est mon graph set GS de sécurité qui va me proposer 2 étapes. L'étape 0, encapsulante, initiale, pour laquelle tout va bien dans le meilleur des mondes, et donc il encapsule ici en X0 le graph set de conduite, GC, dans lequel j'ai tous les modes normaux. Dès que j'ai un pépin, arrêt d'urgence ou thermostat dans ce cas-ci par exemple, je quitte tout ça, et on rappelle que l'effet de l'encapsulant c'est de désactiver tout ce qui était encapsulé quand je quitte l'étape encapsulante, pour venir dans une étape 1 correspondant à l'urgence. Si mon mode d'urgence était compliqué avec plein de trucs à faire, etc., j'aurais peut-être dédié un graph set complet à l'étape 1, et donc l'étape 1 aurait aussi été encapsulante, avec une étape encapsulée, blablabla. Mais ici le mode d'urgence il est très simple, on me dit juste fais clignoter à un hertz une loupiote, ok, affiche le mode d'urgence sur l'HMI, ok, et fait apparaître un bouton d'acquittement de défaut sur l'écran. Donc en gros ces 3 actions, je peux très bien les mettre ici, j'ai pas besoin de remettre un graph set pour ça, voilà mon mode d'urgence. Comment je quitte le mode d'urgence? J'ai plus d'arrêt d'urgence et j'ai cliqué sur le bouton d'acquittement, je reviens sur mon étape 0. Voilà. On va regarder ce qui se passe dans l'étape 0. Dans l'étape 0, dans les modes dits normaux, j'ai 3 possibilités. Soit je suis en mode auto, soit je suis en mode manu, soit je suis en mode stop. L'avantage ici,
il faut faire gaffe un peu au matériel pour s'assurer que ce soit foncièrement différent, mais ça va être des précautions de niveau 2. Mais on peut déjà prendre de l'avance et se dire qu'en niveau 2 ça ne posera pas de soucis parce que c'était un switch. Je peux pas avoir le switch qui est sur deux mêmes positions en même temps, donc ça va être très facile d'avoir ici cette divergence en OU et 3 options qui se rejettent fondamentalement l'une l'autre. Je vous propose de commencer par la droite pour un peu changer parce qu'on voit que ça se complexifie en allant de droite vers la gauche. Dans le mode stop, tout ce qu'il y a à faire c'est dire sur le HMI que le mode stop est enclenché. Et donc la variable, je dirais la description fonctionnelle abrégée que j'avais choisie pour ça c'est mode stop. Qu'est-ce qui fait que je quitte le mode stop? Bah soit j'ai auto, soit j'ai manu. J'ai changé de mode quoi. Et donc si j'ai auto ou manu je reviens en 10, et si je reviens en 10, bah, je vais de nouveau voir lequel des deux ici est actif. En mode manuel, il se passe un tout petit peu plus de choses, mais pas beaucoup. Je vais venir ici, et en mode manuel, j'ai LT on, j'ai le mode manu à enclencher, et j'ai un programme manu que je choisis d'activer. J'ai choisi de le mettre ici comme une action de ceci que je vais programmer dans un certain langage, mais j'ai un programme manu à prévoir. Et qu'est-ce qui fait que je pars de là? Je n'ai plus le mode manu. Si je n'ai plus le mode manu, je claque, je reviens ici et je vois où je vais. Dans le mode auto, là il se passe plus de choses. Déjà j'ai le mode préparation avant, avec mes doubles fréquences sur mes deux lampes là. J'ai la pompe P0 pendant ce mode de préparation qui doit être activée et je dois afficher sur le HMI que je suis en mode prépa. Ça va durer 5 secondes, ce petit cinéma, pendant l'étape 11 qui symbolise mon mode de préparation. Encore une fois, j'ai pas besoin de tout un graph set pour ça, quelques actions suffisent. Ensuite, je vais rentrer dans le mode automatique et lui, il est quand même un peu plus élaboré, donc j'y dédie carrément tout un graph set qui sera encapsulé dans l'étape 12. Et il sera fini dès que j'aurai arrêté de demander le mode auto. Et dès que j'ai arrêté de demander le mode auto, je remarque ici que j'ai plus ou moins le même cinéma que pour le mode de préparation, sauf que c'est un mode de clôture, avec de nouveau les loupiotes qui font pimpon pimpon. La pompe P0 qui reste active un certain temps, 5 secondes sur X13, et puis pouf, on peut switcher de niveau. Mais donc j'ai un détail à voir ici au niveau de X12. Et voilà ce détail. Ça fait un peu peur, hein. Alors on va voir ce que ça veut dire, dis donc. Hop. Qu'est-ce qu'on a ici dans notre mode automatique? Donc X12, GA pour graph set automatique. Donc étape encapsulante du graph set hiérarchiquement supérieur, c'était X12, et ce graph set je l'appelle GA. J'ai plusieurs possibilités. Déjà, je viens avec quelque chose de toujours vrai pour respecter l'alternance étape transition du graph set. Et de toute façon, pendant tout le mode auto, il faut afficher que c'est le mode auto, la lampe LT doit être activée, et pompe P0 doit être active. Du coup, ça vaut la peine de faire une branche rien que pour ça. Dire, voilà, peu importe tout ce qui va se passer ici dans l'alternance, dans cette espèce de machin charabia, je vais garder tout ça tout le temps actif. En parallèle de ça, qu'est-ce que j'ai? Je vais venir ici, l'étape 122, elle ne sert à rien si ce n'est à respecter les règles de la CEI 848. Je suis obligé d'avoir une alternance étape transition, donc je le fais. Mais la 122 ne sert à rien, mis à part à cette règle de syntaxe. Et de là, j'ai 3 possibilités de scénario quand je suis en mode automatique. Soit mes 2 thermostats ont détecté que la température était trop haute, et je vais devoir faire quelque chose. Soit le thermostat 1 a détecté que c'était plus haut que son seuil, mais pas le 2. Soit les 2 ont détecté que leur seuil n'ont pas été franchi. Si les 2 thermostats ont détecté que leur seuil avait été franchi, c'est qu'il fait trop chaud. S'il fait trop chaud, je dois l'afficher sur le HMI, je dois lancer un programme qui va me permettre d'incrémenter la cascade, et à ce stade-ci, le graph set ne va plus m'aider, je dois penser à une logique qui va avoir lieu dedans, mais le graph set ne m'aide plus à représenter ça, mais je vais lancer un programme d'incrémentation de la cascade, j'augmente la puissance de froid puisqu'il fait trop chaud, et je vais ici inverser mon flag. Pourquoi? Parce que la prochaine fois que je vais venir, je vais devoir démarrer d'une autre manière. Et ça va se retraduire ici dans mon programme incrémentation cascade. Okay. Qu'est-ce qui fait que j'arrête d'incrémenter? 2 possibilités. Alors, puisque c'est toutes les 3 secondes que je suis censé monter de niveau, toutes les 3 secondes, je vais vérifier que j'ai toujours bien la condition vérifiée. Est-ce que j'ai toujours mes 2 thermostats activés? Si oui, je reviens en X23 et c'est parti, patate, je réincrémente encore une fois. Donc ici, c'est bien un truc qui est fait en une fois. Ça ne reste pas maintenu, sinon il incrémenterait directement et ça n'irait pas jusqu'au bout. Ici, qu'est-ce qu'on a? Une autre possibilité, c'est que soudainement, on n'est plus cette condition-ci. Je n'ai pas
mes deux thermostats qui sont activés. Alors si c'est le cas, je vais revenir ici dans X126, dans Xtrue, X120 et je vais revenir voir ici du coup dans quelle branche je me trouve. La branche du milieu, c'est la branche la plus sympa, c'est là où tout se passe bien. Je suis supérieur au thermostat 1 qui représente mon seuil bas, je suis inférieur au thermostat 2 qui représente mon seuil haut. Du coup tout ce que j'ai à faire, c'est dire que la température est ok. Et basta, la vie est belle. Dès que ça c'est foutu, alors l'inverse de ceci, via le théorème de De Morgan, je sais que c'est soit je n'ai plus T1, soit j'ai T2 qui a été franchi, ok. Et donc paf, X126, je reviens ici et c'est parti, je me redemande à nouveau dans quel mode je suis. Et enfin il y a l'autre mode, si il fait trop froid, si le refroidissement a trop bien marché, ok, j'ai mes deux seuils qui sont bas, mon seuil bas et mon seuil haut ont été franchis par le bas, pardon. Alors là, il faut diminuer notre puissance de froid. On a été un peu trop franco, on va tout congeler là. Du coup, il faut afficher que la température est basse, il faut un programme de décrémentation de la cascade, et il faut encore une fois que j'active le flag pour savoir qui va devoir être le premier à se faire désactiver la tronche. Ensuite de là, à nouveau, je revérifie toutes les 3 secondes, est-ce que je suis toujours dans les mêmes conditions? Si oui, X125 et c'est reparti, on décrémente encore une fois. Sinon, dès que j'ai l'inverse de ceci, donc encore une fois, si j'applique De Morgan à ça, négation de ça fait que les deux paquets sont reniés 2 fois et que le fois devient un plus. Et donc ça, c'est l'inverse de ça. Je claque, je reviens et je me demande dans quelle branche je suis. Voilà pour mon mode automatique. Et c'est tout pour notre description fonctionnelle. Et maintenant, on peut attaquer la description matérielle de l'automatisme. Alors pour ce faire, je reprends mon tableau entrée-sortie, on va reprendre les choses dans l'ordre et simplement les compléter avec ce qu'on sait. On a un schéma de câblage. Donc tout ce qui nous reste à faire, c'est écrire là-dedans en quoi vont se traduire nos informations, nos actions à mener et nos variables dans une description matérielle. Alors forcément, la partie la plus simple, c'est tout ce qui est variable mémoire. Ça n'a aucune incidence en description matérielle. Le matériel n'a rien à faire avec les variables qui restent dans un programme. En termes de description matérielle, il faut maintenant faire la différence entre un contact normalement ouvert et un contact normalement fermé. Typiquement ici, appuyer sur l'arrêt d'urgence se traduisait, enfin je lui avais donné le symbole AU pour arrêt d'urgence, c'était le switch S0 dans mon schéma de câblage, mais c'est un contact normalement fermé, ça veut dire que je dois en prendre l'inverse, S0 barre. Ce qui veut dire aussi que dans mon programme, lui va voir, comme c'est un contact normalement fermé, que tant qu'on n'a pas appuyé dessus, tant qu'il reçoit le signal, c'est que j'ai pas appuyé sur le bouton d'arrêt d'urgence, alors que quand j'appuie dessus, il ne reçoit plus rien, donc je dois bien prendre l'inverse de S0 ici en description matérielle, pareil pour tous les contacts normalement fermés. Une fois que c'est fait, c'est un jeu d'enfant, je reprends mon graph set de niveau 1 et je change tous les noms par les noms que je viens de leur donner en niveau 2. Et ma description matérielle est faite, on peut passer au niveau 3. Niveau 3 donc. Eh bien le tableau devient décidément de plus en plus costaud, puisque j'ai ma description fonctionnelle complète, j'ai l'appellation abrégée que j'avais choisi de lui donner, mais c'est toujours du fonctionnel, description matérielle, et maintenant les adresses physiques sur l'automate, sur quelle borne est-ce que c'est câblé? Ça j'ai pas le choix, ça va, le schéma est donné, il est figé et gravé dans la roche, donc l'adresse physique j'ai pas le choix. Il suffit de regarder le schéma pour voir sur quelle borne c'est mis. Les mementos j'ai encore le choix, ça va. Ce n'est pas représenté sur le schéma forcément, okay. Les mementos sont choisis, et les adresses symboliques c'est le petit nom que je choisis de leur donner dans le programme, alors ça c'est vraiment à votre libre appréciation. Vous voyez que par exemple pour les switches ici j'ai choisi de leur donner leur même nom en description matérielle niveau 1 et adresse symbolique, peu importe, il faut voir à quel point ça peut être parlant. Ok, il y a quand même quelques subtilités, faites donc bien attention ici que par exemple S0 bar va se traduire d'une certaine manière dans mon programme, je dois tenir compte du fait que c'est un normalement fermé qui va influencer cette variable dans mon programme, et je dois aussi tenir compte dans mon schéma, par exemple du fait que le switch, la position 0 des switches manuels des machines frigo, n'aboutit sur rien dans l'automate, il n'y a rien qui est branché, du coup ici il n'y a aucune variable qui correspond à la position 0 du switch, et dans mon programme je devrais en tenir compte parce que je vais identifier la position 0 du switch comme étant celle pour laquelle je n'ai ni 1, ni 2, ni 3, puisque je n'ai pas l'info 0 en tant que telle. Ensuite,
ça reste exactement comme on a fait depuis le départ. Je prends toutes mes entrées sorties mémoire, je leur ai donné un nouveau petit nom, je réécris mon graph7 avec les nouveaux petits noms, et là j'ai la meilleure préparation qui soit pour mon programme à encoder. À ce stade, il est temps de préparer notre programme. 2 étapes dans la préparation. La première, c'est de préparer la visualisation avec laquelle on va travailler. Comment je vais faire pour être au plus proche de l'automatisme que je veux réellement obtenir. Donc on va préparer un programme qui puisse être mis en place sur le vrai automatisme physique si on y avait accès, tout en sachant que pour l'instant je ne vais faire que le simuler, mais ma simulation doit être très proche de ce qui va se passer en vrai. Donc avant de la mettre sur ordinateur, je prévois sur un petit croquis, tout mignon, tout gentil, tout ce que je prévois de mettre. Et donc ici, vous remarquez que ma préparation de croquis ressemble hyper fort au synoptique, et c'est normal. Je dois y retrouver tous les éléments sur lesquels je compte jouer, et je dois savoir précisément à ce stade-ci, ok, comment je vais afficher tel truc, comment je vais faire pour faire semblant que. Exemple ici de petit artifice, dans Code 6, je me suis un petit peu baladé dessus, et je sais que je n'ai pas de switch à plusieurs positions. Je pourrais en créer un, on peut créer des objets dans Code 6, mais si j'ai envie d'aller vite, je peux aussi simplement définir des boutons qui sont verrouillés entre eux. Ici par exemple, c'est 3 boutons, auto, 0, manu. Je les verrouille entre eux dans Code 6, et ça me permet d'obtenir le même fonctionnement qu'un switch, puisque je vais lier auto au même contact que la position A du switch sur le matériel réel, le bouton manu sur le même contact que le switch M dans le système réel, et le 0 aussi. Du coup, comme je vais les lier entre eux, je sais que ça me permettra d'obtenir le même fonctionnement, et c'est au final tout ce qui compte. Je devrais aussi faire attention, quand je mettrai en place cette visualisation, de tenir compte de ce qui est normalement ouvert et normalement fermé. Donc, typiquement, quand j'appuierai sur AU, je dois tenir en compte que derrière, ça fait l'inverse de ce que je voudrais. Il est mis à 0 quand j'appuie dessus, et il est à 1 de base tant que j'ai pas appuyé dessus. Pareil pour TIS, le switch de sécurité de température. Et voilà pour ma préparation de visualisation. Oh, ça va devenir fun! On commence à préparer notre programme. Si je rentre dans le détail à ce niveau-ci, la vidéo va durer 3 jours. Alors, tout est décrit, tout est écrit, il faut un peu lire bien évidemment, mais la seule logique que j'ai à partager avec vous sur la façon dont ça a été fait ici, c'est que bien sûr pour pouvoir faire ça, il faut s'être exercé avant, d'où les exercices de programmation que vous avez pour savoir à quoi vous attendre quand vous allez rédiger un programme sous Code 6. Et du coup maintenant l'idée est de penser à ce qu'on va mettre dans notre code. Et du coup, il faut justifier ce qu'on choisit. Donc ici, même sans lire le détail de tout ce que j'ai prévu, ce qui est important quand vous me proposez un code, c'est de justifier pourquoi vous le faites comme ça, pour que vous sachiez quel est le mécanisme qu'il y a derrière. Typiquement ici, on retrouve des arguments qui ressortent un peu en gras dans le texte du syllabus, comme j'ai choisi le SFC partout où il y avait besoin d'une structuration du code, partout où l'aspect séquentiel du graph7 était bien utile et où je l'ai retranscrit en un code qui ressemblait, le SFC en l'occurrence. Les programmes d'incrémentation et de décrémentation, ils ont besoin d'une approche un peu plus algorithmique, un peu plus logique, spéciale, etc. Du coup, je l'ai fait en structure texte. Tout ce qui est programme manuel, etc., qui sont vraiment très bêtes, j'aurais pu les faire en ladder ou aussi en structure texte. J'ai choisi de les faire en function block diagram parce que c'est bêtement du combinatoire, c'est très facile. Et du coup, c'est ça qui est important, c'est que à ce stade-ci, on arrive à vendre pourquoi on a choisi de faire telle chose de telle ou telle manière. Quand j'ai fait un POU, donc chaque petit morceau de programme est un Program Organization Unit, un POU. Je dois dire ce qu'il active, dans quelles conditions, quelles sont les variables modifiées, quel est le rôle de ce morceau de programme, qu'est-ce qui désactive mon morceau de programme. Et ensuite, bah c'est parti. Et donc je dois par exemple répertorier toutes les variables dont j'aurai besoin dans mon morceau de programme. Et puis c'est parti. Vous voyez ici que chaque morceau de programme est présenté et argumenté. Je sais précisément, avant d'aller sur Code 6, ce que je compte faire, pourquoi je compte le faire et ce que j'espère que ça fasse, avec le nom que je vais donner à toutes mes étapes, etc. pour que ça me permette d'obtenir le fonctionnement décrit par le graph7 que nous avions décrit ensemble tout à l'heure. Et j'explique chaque petit programme Organization Unit. Ça ne m'affranchit absolument pas de défaut. C'est pas parce que je prévois tout ici
que je ne vais avoir aucun défaut derrière. Par contre, ça minimise les risques. Ça veut dire que quand j'ai un défaut, je peux regarder ma feuille et me dire tiens, est-ce que c'est un problème sur le fond? Est-ce que déjà de base, je pensais mettre en place quelque chose et que je me suis planté? Ou est-ce que j'ai simplement mal encodé? Est-ce que j'ai été distrait, comme vous avez constaté que ça peut facilement arriver? Ou qu'est-ce qui s'est passé en termes d'erreur? Et ici, par exemple, voilà, ici vous reconnaissez le graph set du mode automatique avec le et ici, ma pompe, ma lumière, ici les modes, incrémentation, décrémentation, etc. Chaque programme Organization Unit est expliqué en détail et vous avez ici même l'aspect un peu algorithmique des programmes d'incrémentation et de décrémentation. Et voilà donc pour cette préparation, il faut vraiment bien la soigner, bien être sûr de ce qu'on veut mettre en place et de la façon dont c'est censé se passer. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, on peut enfin passer à l'encodage. Et là, c'est le moment ultime où on s'amuse enfin. Une fois qu'on a préparé le programme qu'on prévoit d'encoder, eh ben on l'encode. Et du coup, on l'encode, et ce que je vous invite vraiment à faire, c'est ce que je disais dans les exercices des vidéos précédentes. Les exercices des vidéos précédentes étaient très simples, et donc on encodait tout et on testait tout en une fois. Ici, vous avez vu un peu le bazar. D'accord, hein, quand même, on a des gros projets là quand même, hein. Donc ici on va faire ça mollo mollo. Donc bien sûr ici mon projet il est tout fait, donc quand j'ouvre code 6, quand j'ouvre le code que j'ai mis à votre disposition qui est là, qui est tout prêt, tout beau, tout nickel, bien sûr qu'il y a déjà tout dedans. Mais pour faire ça, je suis pas un dingue, j'ai mis ça morceau par morceau et j'ai testé morceau par morceau. Donc par exemple ici on pourrait choisir indépendamment de commencer par les tout petits morceaux de code qui restent à la fin pour revenir vers le plus gros code, mais la première chose que moi j'ai testé c'est ceci. J'ai mis en place un petit x0, un x1, boum, une petite boucle. Est-ce que ma boucle fonctionne? Je mets simplement les messages HMI et je regarde quand ils sont bons par exemple. Les messages HMI sont un bon test pour voir si votre programme switch bien d'un mode à l'autre tel que vous l'espériez, sans pour autant qu'il y ait encore de mode, puisqu'on ne teste à ce moment-là que le fait qu'on soit dans un état ou dans un autre. Je rentre ici dans X0, double-clic, paf! Et là, donc, je rentre dans un autre code SFC, mon mode, mes modes normaux, manuel, automatique ici au milieu, et stop ici tout à droite. Je rentre ici dans X12, clac! Tout ça, je ne l'ai pas dressé d'un coup, hein, les gars. J'ai vraiment suivi mon programme à encoder, mais j'ai fait ça morceau par morceau. Et donc ici, quand je viens dans X23, X active, d'accord, tac, X123, action à l'entrée, j'ai exécuté ceci, et j'ai même mis des morceaux dans ma visualisation qui ne me servaient pas tout de suite. Enfin, en tout cas pas dans la version finale de mon code. Mais l'idée est à chaque fois de bien voir que mes morceaux fonctionnent, et à chaque fois que j'en suis sûr, je regarde ça dans les tables des variables, je regarde ça dans les visualisations, il y a plusieurs manières de faire, le mode debug, tout ce qu'on veut, et on construit au fur et à mesure des ensembles qui fonctionnent. On n'essaye pas de tout ériger d'un coup, sinon on se casse un peu la figure. Qu'est-ce qu'on a aussi ici? Ah oui, de spécial dans la visualisation. Ce que je vous disais, qui ne faisait peut-être pas tout de suite sens dans vos têtes quand je mentionnais ça sur base d'un simple papier, j'enlève un peu la forme ici, je disais que les trois boutons ici, on allait les lier, vous vous souvenez? Donc mon switch ici est symbolisé par trois boutons mais qui sont interverrouillés. Il y a moyen effectivement ici dans les propriétés de dire que quand j'active un élément, je désactive d'autres. Et donc ici typiquement, vous voyez, j'ai sélectionné le bouton manu et j'ai dit ici, tu vas désactiver l'entrée PLC PRG auto. Et donc quand je sélectionne celui-ci, je lui interdis d'activer auto. Et donc ici, typiquement, quand je lance la simulation, je ne peux pas avoir l'un et l'autre. Si lui est activé, je ne peux pas directement cliquer sur auto, il faut que je désactive manu d'abord. Et donc au final, ça me permet d'avoir le même fonctionnement que ce que j'aurais eu avec un switch, puisque dans le switch, il est impossible que j'ai manu et auto en même temps. Et donc là, j'ai fait en sorte que ma simulation soit pertinente, même si c'est pas visuellement la même chose qu'un switch, avec trois positions, c'est au final la même chose que ce que mon automate va voir, puisqu'il va voir qu'il a une entrée à la fois dans ces bidules. Voilà donc pour ceci. Vous voyez ici que à l'état de repos, tous mes messages se superposent, hein, ils sont moches, hein, ça veut rien dire, il n'y a qu'une fois que ce sera mis en mouvement que ça voudra dire quelque chose.
J'ai d'autres choses d'intéressantes à dire ici. Ah oui, comment on fait pour déclarer une variable inverse? Je prends par exemple ici le petit bouton, vous voyez que j'aurais pu mettre un bouton pour AU, j'ai préféré mettre un bête rond. C'est juste pour vous montrer que ce soit un bouton ou un rond, il y a moyen de les faire interagir avec notre code. Il y a moyen ici de dire qu'on veut des gradients de couleurs, c'est comme ça que j'ai fait des petits effets sur les machines frico et tout aussi, c'est un peu plus joli. Et alors, comment j'ai fait pour dire que lui avait une logique inverse? Comment j'ai fait pour dire qu'il agissait comme un contact normalement fermé? Je suis venu dans Input Configuration. Toggle. Je rappelle donc qu'on a deux façons d'agir sur un élément qu'on va mettre sur notre interface graphique. Soit on en fait un toggle c'est un switch vraiment, ça veut dire que dès que je vais cliquer dessus, il va changer d'état mais de manière permanente. Alors que si je mets tap c'est instantané, en un instant, clac, il prend une valeur. Ça va, et il reste sur cette valeur tant que je reste appuyé, mais si je relâche, il arrête. Et donc ici, vous voyez que pour la variable plc.prg.ess_state emergency stop état, j'ai choisi de le valider comme faux, tap false, ça veut dire que quand j'appuie dessus, il va l'inverser, il va dire que c'est faux au moment où je tape dessus, au moment où je clique sur le bouton AU. Comment j'ai fait pour que tout le code ici qui est à disposition soit disponible en PDF et que je puisse le mettre imprimé comme ça dans le syllabus? Eh bien, toute plateforme de programmation, que ce soit les programmations d'automates ou la programmation informatique, vous propose toujours une impression de code. Toujours. Et généralement, il faut aller dans quelque chose comme, en tout cas ici c'est le cas, projet, document. Alors là, il ne faut pas tout cocher. Hein. Si vous cochez tout, on va avoir des centaines et des centaines de pages. Pour vos projets aussi, je vous conseille de juste prendre vos bouts de code. Donc ici, vous voyez, j'ai juste coché, prends-moi PLC-PRG, prends-moi tous les poux, les Program Organization Unit, tout ce qui est configuration des tâches, manager, librairie manager, tout ça on s'en fiche. Et une fois que vous faites OK, il va vous créer un PDF, et puis il n'y a plus qu'à manipuler ce PDF, ça devient de la bureautique, ça devient plus un cours d'automatique à partir de là. Ça va, mais il y a moyen d'extraire un PDF de tout le code qui a été rédigé ici. Et donc voilà, donc le code, les variables, etc., la structure, au final, si on veut analyser ça de manière un peu, je dirais, schématique, pour voir comment s'organise tout le bazar, j'ai ici un PLC-PRG. Okay, je rappelle, c'est le programme principal de mon automate, c'est lui qui vient exécuter tout le reste, lui il est indispensable. Et ici, mon PLC-PRG, c'était mon mode de base, le GS dans mes graph-sets, le graph-set de sécurité, qui dit si on est en mode normal dans X0 ou si on est en mode urgence dans X1. PLC-PRG ici, c'est représenté par la boîte orange. Cette boîte orange appelle deux modes possibles, représentés par les poux X0 ou X1. Donc ici, X0 va contenir les modes dits normaux, quand tout va bien, et X1 va contenir les modes d'urgence, quand ça va pas bien du tout. Dans X0 ensuite, on va avoir des sous-modes. J'ai essayé, je sais pas si ça se voit, d'avoir des sous-noms logiques avec, j'ai rajouté des chiffres à chaque fois qu'on descendait dans la hiérarchie, c'est généralement comme ça qu'on fait. Et donc ici typiquement X0 peut appeler soit X11, soit X12, soit X13, soit X14, ça va, ce sont mes différents sous-modes dans le mode automatique, et ensuite j'ai vraiment mes toutes dernières tâches ici en vert, X121, X123, X125, X126, dont vous pouvez retrouver les fonctions dans le syllabus, mais si je me souviens bien, ça ce sont vraiment les tout derniers programmes, les toutes dernières couches, hiérarchiquement, c'est les plus bas, c'est les sous-fifres, c'est les tout derniers qu'on appelle, ça va, alors que le gros big master là-dedans, c'est PLC-PRG. Qui dit à tout le monde, est-ce que tout va bien? X0 mode normaux, est-ce que tout va pas bien du tout? X1 mode urgence. Alors c'est bien beau, voilà le code encodé, voilà tout ce qu'on a ici, voilà la visualisation, tout ça est refourni ici dans le syllabus, mais une fois qu'on a encodé, il faut tester. It's testing time. Alors, tester en programmation, ça veut un peu tout et rien dire. Il y a moyen de faire un test très approfondi, très bien mené, très complet, ce qui va nous prendre du temps et de l'énergie et de l'investissement, forcément. Ou il y a moyen de faire des tests relativement bidons. On va essayer d'être entre les deux ici. Ça va. Disons que classiquement, il y a des nomenclatures aussi pour les tests qu'on peut faire sur des automatismes. Classiquement, voilà, on admet qu'un projet d'automatisation se passe suivant une structure en V, il y a plein de bouquins qui disent ça, c'est très joli. Il y a le cahier de charge,
description générale, tiens, c'est la description fonctionnelle, description détaillée, c'est le niveau 2, conception, les différentes avancées, réalisations, etc. Et puis d'un coup on commence à tester. Une fois que les idées ont été mises en place, on commence à tester. Et le premier test, et le seul que vous ferez ici, c'est de la pure simulation. Ça veut dire que je regarde mon programme, je regarde tel quel sur une machine ordinateur, est-ce qu'il fait ce qu'il est censé faire? Et si ça marche, alors la simulation est bonne. L'avantage d'une simulation, c'est que je peux tester mon programme directement sans rien casser. Mon ordinateur, il va juste me dire éventuellement s'il y a un bug ou pas, et il va aussi me montrer si les variables qui doivent être activées s'activent, etc. Mais on n'a pas encore testé le vrai montage avec ça. Pour ça, on va attendre le cours de projet qu'on aura après. Et dans le cours de projet, on fera ce qu'on appelle une FAT, une Factory Assembly Test. C'est le test que la factory fait à la factory, donc l'usine fait à l'usine. Et donc en gros c'est le test que le fabricant, celui qui fournit un système automatisé propose. Donc si vous proposez un système automatisé à un client, normalement, si vous êtes quelqu'un de consciencieux, avant, vous allez tester ça chez vous en usine, mais avec un vrai automate, pas avec un ordinateur comme on va le faire ici, comme c'est entouré là. En plus de cette simulation, vous allez tester ça sur un vrai automate et voir quand les entrées-sorties s'activent ou ne s'activent pas en fonction de ce que vous aviez prévu comme logique et montrer que bah oui voilà, ça fonctionne, éventuellement avec une vidéo, un rapport de test, etc. Une fois que la FAT est obtenue, donc on a testé en simulation le programme tout seul, on a testé sur du matériel standard l'activation des sorties sur base des entrées, etc. Séparé du système réel. On fait la dernière phase de test, c'est le test ultime, le Site Assembly Test, qui est en fait le test sur site. Donc au final, maintenant que votre programme, vous êtes sûr qu'il est bon sur base de la simulation, vous avez aussi testé ça sur un automate et vous avez vu que les entrées-sorties s'activaient comme vous le vouliez sur base d'entrées que vous forciez un petit peu comme vous pouviez chez votre employeur ou chez vous à la maison. Vous allez venir avec votre automate tel qu'il est programmé, ou vos automates tels qu'ils sont programmés, venir les mettre chez le client, et là on fait un test grandeur nature chez lui pour voir si au final, une fois installé, tout fonctionne comme ça devrait. Alors ces niveaux de test là, on les fera en procès, un gros procès, arceau, mais ici on se limite à de la pure simulation pour l'instant, mais on va quand même essayer de la faire bien cette simulation. Donc vous voyez ici que pour chaque mode demandé, je vérifie si j'arrive à obtenir ce que le cahier de charge demande. Par exemple, pour un mode ici, est-ce que l'enclenchement du mode urgence peut être obtenu dans les conditions dans lesquelles ça a été demandé? Donc typiquement, est-ce que TIS ou AU me permettent d'avoir le mode d'urgence et est-ce qu'il est bien obtenu? J'ai fait ça en vous prenant à chaque fois une capture d'écran du programme en vision dynamique pour voir où on en était quand j'essayais de mettre en place le scénario qui devait enclencher le mode d'urgence. Et j'ai montré les états aussi dans la visualisation ici, et j'ai montré surtout l'état de toutes les variables à chaque fois, et si ça, l'exigence CDC, donc l'exigence cahier de charge est entièrement conforme à ce que j'observe dans tout ça, alors je note que c'est conforme. Ça va? Certaines mettent un petit peu en garde, par exemple ici, avec le switch, je mets en garde, attention, conforme au cahier de charge, avec point d'attention sur le switch matériel remplacé par 3 boutons interverrouillés. J'ai ici un peu triché, mais je préviens le client. Je lui dis voilà, dans ma simulation, normalement ça revient pile poil au même. Sauf qu'entre normalement et vraiment, il y a parfois une différence, donc je l'ai mis en orange, je l'ai pas mis en rouge, c'est pas que j'ai pas réussi à obtenir le fonctionnement voulu, mais il faudra être prudent, il faudra faire attention que c'est pas pile poil la même chose, on ne sait pas ce qui va se passer. Et puis bah voilà, il y a ici tout le résultat des tests. Et donc quand vous testez, c'est ce que je vous invite à faire, vous venez ici dans code 6 sur votre code, vous venez ici donc, il est en mode simulation, c'est bon, donc on se connecte, oui. Je vous invite à tout regarder et soyez critique avec vous-même. Quand on teste son code, il n'est pas simplement question d'être gentil avec soi-même et de dire mais oui, ça va. L'idée c'est de bien regarder toutes les variables, de mettre son programme à mal et de voir si dans tous les cas on a bien le fonctionnement voulu. Donc ici typiquement, c'est beaucoup trop zoomé, voilà. Ici typiquement, voilà, ici je ne vois que la visualisation, c'est le plus facile, c'est le plus direct, mais tout ne se voit pas là. Je vous conseille de voir ça avec les variables en même temps, donc on pourrait par exemple ici la retirer, hop, venir dans PLC PRG, où est-ce qu'il est? Il est là, voilà, et donc ici j'ai toutes mes variables, et venir regarder ici en temps réel, ah tiens, est-ce que tout ce que je veux observer
me donne bien le fonctionnement voulu à un moment donné. Ici vous voyez typiquement que je démarre en situation d'urgence, c'est parce que je l'ai laissé comme ça dans les variables par défaut à la simulation. Si je relâche l'arrêt d'urgence, il est toujours en situation d'urgence parce que je n'ai pas acquitté le défaut. Imaginons que j'acquitte le défaut. Ah, il a cliqué direct, c'est normal. Pour l'instant j'ai toujours le thermostat de sécurité qui est désactivé. Donc bien sûr qu'il quitte le mode d'urgence, mais aussitôt il revient dans le mode auto et il dit mince, j'ai toujours un problème avec TIS. Si ici je le relève pour dire qu'il est bon, j'acquitte le défaut, clac, il est en mode arrêt. Il attend qu'il se passe quelque chose. Donc ici, tout semble bon. Et je peux vérifier ici. Donc ici, TH Security State est true. Donc le contact normalement fermé du bouton d'arrêt d'urgence est en train de passer, je ne l'ai pas interrompu en passant dessus, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Je rappelle qu'ici, lui, c'est un contact normalement fermé qui est câblé sur cette entrée de l'automate. Du coup, le ES state est bon, et du coup, le mode stop est true, il est activé, donc ici tout semble logique, tout semble cohérent, ma foi, la vie est belle. Imaginons que je demande le mode auto, paf, je commence par un mode préparation, avec mon clignotement, pac, et voilà, après 5 secondes, il me dit voilà, vous êtes en mode automatique. La pompe ici est surlignée en vert, elle fonctionne, la température est signalée comme basse, normal, mes deux thermostats sont bas. Je peux observer ici toutes mes variables, je peux observer aussi mon code ici, il en est en X0. Si je rentre dedans, dans X12 mon mode automatique, je vois bien qu'il a sélectionné ici la branche pour laquelle il est de toute façon trop bas, temperature low, et toutes les 3 secondes il vient reboucler ici sur lui-même, ce que je vois ici dans la tempo de cette étape, et pour l'instant il n'a rien à faire, ça va, c'est trop bas et il est au plus bas de ses niveaux de puissance, donc il ne sait rien faire. Imaginons que T1 devienne vrai, ah, il a changé, zut, mal raccroché, voilà. Il est venu ici au milieu, et ici on est en température OK. Parce que le seuil bas a été activé, et le seuil haut n'est pas encore activé. Donc là, il est content. Et ça tombe bien, parce qu'il ne sait pas faire grand chose de mieux que de ne pas s'activer. Hein. Le froid, c'est pas une machine qui fait du chaud et du froid, elle ne fait que du froid. Et du coup ici, on va un petit peu tester quand même le bidule. Hein. Imaginons qu'en un coup il fasse trop chaud, le deuxième thermostat s'enclenche, qui lui a été réglé à une température plus haute, et paf, à partir de là, j'ai mon premier niveau qui intervient, et toutes les 3 secondes, il va venir activer un niveau supplémentaire. Il est ici. Vous voyez, je vois que toutes les 3 secondes, clac, il vient ici se réactiver. Imaginons maintenant qu'on s'arrête. Température OK. Il est content. Ça va, et tout ça, je l'observe dans mes codes, je l'observe dans mes variables. Est-ce que c'est normal qu'un tel soit vrai, soit faux? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Ah, imaginons ici maintenant que... imaginons que quoi déjà? Imaginons qu'on soit de nouveau trop froid, il va devoir descendre, et il va de nouveau descendre en alternance. Clac, 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 et clac. C'est l'extase. C'est l'extase, c'est l'extase. Je redémarre. Paf, magnifique. Il démarre par l'autre. L'alternance est fonctionnelle. Démarre une fois avec MF1, une fois avec MF2. Super, donc le mode auto a l'air de bien fonctionner. Vous voyez ici que mon interverrouillage fonctionne super bien. Je n'ai pas la possibilité de cliquer sur les autres boutons ici, 0 ou manu, tant que auto est vrai. Vous vous souvenez, c'est ce que je vous ai dit dans l'étape précédente. Je dois d'abord le désactiver, et du coup il compte que c'est un 0. C'est un 0 ici que du coup je n'ai pas utilisé, je l'ai mis pour faire joli. Il y avait son mode clôture ici, et puis nickelos, tout va bien. Imaginons que j'active le mode manu, voilà. Ici on a la signalisation qui était attribuée au mode manu, le clignotement de LT, et donc ici je peux activer par exemple à la main la pompe, hop, si je réappuie sur le bouton elle ne s'active plus. Je peux voir ici aussi sur les variables, pump buttons, pump motor, voilà, ça fait bien ce que ça doit. Dans mes machines frigo également, il y a le niveau 0 qui est mis pour faire joli, pour rappeler qu'il y a un mode 0 dans le switch réel, mais que ici il sert à rien, on va juste le capter par le fait qu'il n'y a ni 1, ni 2, ni 3. Et ici par exemple je peux mettre ma machine frigo au niveau 1, la machine frigo 2 au niveau 2 ou au niveau 3, mais attention c'est un switch, donc encore une fois j'ai verrouillé les boutons, donc je suis obligé de lâcher une des options pour après venir sur l'autre. Tout ça, cet interverrouillage, c'était juste pour simuler efficacement un switch. Et donc voilà un petit peu
Ce à quoi il faut faire attention, la démarche avec laquelle je vous invite à tout prendre, ça prend du temps, hein. Mais c'est le minimum si vous voulez être sûr que votre code fonctionne. Regardez bien la table des variables et qu'à chaque fois la variable qui vous intéresse, et surtout prenez le cahier de charge ligne par ligne. C'est ça qui va vous permettre de prouver à votre client que vous avez bien exécuté ce qu'il vous avait demandé. Ok, tu m'as demandé un mot d'urgence, tu m'as demandé une transition, mettez-vous dans la condition de transition, dites-lui voilà, vous me demandez que quand j'appuie là-dessus il se passe ça, montrez-lui bien que dans la table des variables c'est ce qui se passe, que dans votre programme c'est telle étape qui est active et que dans la visualisation vous avez bien ce fonctionnement qui est obtenu. Si vous avez ça, il est indéniable que vous avez obtenu le fonctionnement voulu. Et c'est tout pour la gestion de ces projets. J'espère que vous allez bien vous amuser, autant que je me suis amusé à le faire, et je reste à votre disposition pour tout le long de l'aventure. Ciao!